Au Missouri, un homme est abattu d'une balle dans la tête sur une route isolée de campagne. S'agit-il d'un meurtre? Le seul indice qu'on trouve est un fragment de balle. Identifier l'arme utilisée pour tirer ce projectile relèvera de l'exploit. En Floride, un homme est battu à mort chez lui. Les policiers relèvent des empreintes digitales et croient qu'une arme plutôt inusitée a été utilisée. Pour les forces de l'ordre, le malfaiteur le plus difficile à trouver, c'est l'assassin qui n'a aucun lien apparent avec la victime. Les enquêteurs font appel à la science, car c'est leur arme la plus puissante pour trouver les tueurs à gages et leur faire payer devant la justice le prix de leur meurtre. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Hillsborough, au Missouri, est une petite ville située à quelques kilomètres à l'ouest du fleuve Mississippi. Le 21 novembre 2000, sur le terrain d'une usine de produits chimiques à l'extérieur d'Hillsborough, un gardien de sécurité aperçut un véhicule arrêté dans un champ. Il trouva un homme sur le siège du conducteur, affaissé sur le volant. L'homme ne réagissait pas et du sang s'échappait d'une blessure qu'il avait à la nuque. Le gardien appela le service d'urgence. Une répartitrice avisa les agents du bureau du shérif du comté. Quelques minutes plus tard, ambulanciers et policiers arrivèrent sur les lieux. Mais l'homme gisait sans vie dans la voiture. Il était trop tard. Les ambulanciers le déclarèrent mort sur les lieux. Les policiers restreignirent l'accès à l'endroit et alertèrent des enquêteurs du service des homicides. L'enquêteur William McDaniel prit l'affaire en main. Quand je suis arrivé, la voiture était à moitié sur une route de gravier et le conducteur était affaissé sur le volant. La vitre du côté du passager arrière avait volé en éclats comme si un projectile l'avait traversé. Pour l'enquêteur Michael Gray, les indices laissaient présumer que la voiture roulait quand le conducteur avait été touché. Quand on a trouvé la voiture, le levier de vitesse était en position de conduite et le conducteur avait le pied sur la pédale de frein. On en a déduit que la voiture roulait à basse vitesse. Au début, on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un accident de chasse parce que c'était pendant la saison et l'endroit était très prisé des chasseurs. Les experts examinèrent minutieusement la voiture à l'extérieur comme à l'intérieur. À 10 mètres sur la route de terre, ils trouvèrent des éclats de verre. Ils en déduisirent que la balle avait atteint le conducteur à cet endroit et que sa voiture avait ensuite quitté la route. On sortit le corps de l'homme du véhicule et on l'identifia grâce au papier d'immatriculation. C'était Larry Holman, un homme de 44 ans qui vivait à Hillsborough. On contacta sa femme. L'enquêteur McDaniel connaissait la victime pour l'avoir croisée à quelques reprises. C'était un honnête père de famille, pas le genre d'individu qui pouvait avoir beaucoup d'ennemis. C'était aussi un amateur de chasse. Le gardien de sécurité nous a dit que l'homme se trouvait sans aucun doute dans ce champ, à la recherche d'endroits pour chasser le cerf. C'était le dernier jour de la chasse au cerf et on avait parlé de la présence de braconniers dans le coin. La voiture était près d'un sentier emprunté par les cerfs. Le tireur avait peut-être cru qu'il s'agissait d'un cerf.
Les enquêteurs se tournèrent vers les spécialistes judiciaires pour trouver d'où était venu le coup de feu mortel. Il était important pour nous de trouver d'où provenait le projectile. Une fois qu'on sait cela, on sait aussi où chercher des indices comme les douilles de projectiles par exemple. C'est pour cette raison qu'il était si important de remettre tous les éléments à leur place. On a replacé la voiture sur la route. Ensuite, on a déterminé l'angle de la trajectoire du projectile, en nous basant sur la hauteur de la tête de l'homme. Ainsi, on a pu déterminer que le point d'origine de la balle était situé dans un secteur boisé. Holman avait été touché par l'arrière. La balle avait traversé la fenêtre et l'appui-tête avant de l'atteindre. Les policiers se servirent de ces informations pour reconstituer la trajectoire du projectile. On a déterminé que la balle provenait d'un endroit situé entre 12 et 15 mètres du véhicule, près de la limite de la forêt. Le coup avait été tiré à hauteur de l'épaule, ce qui est vraisemblable quand un tireur épaule son fusil. Les techniciens ratissèrent les bois près de la scène à la recherche d'indices laissés par un chasseur imprudent, mais ne trouvèrent rien. Pas de traces de douille de projectile, pas de mégots de cigarettes, ni autre indice qui pourrait expliquer ce qui était arrivé. Un agent de police interrogea le gardien de sécurité à l'entrée de la propriété. Celui-ci était la dernière personne à avoir vu Larry Holman en vie. L'agent espérait que le gardien se rappellerait quelques détails qui aideraient les enquêteurs à retrouver le meurtrier. En outre, le gardien connaissait la victime. Larry avait travaillé à l'usine et chassé à maintes reprises sur cette propriété. Le jour de sa mort, il était arrivé seul. Il semblait en pleine forme. C'était son jour de congé. Il avait avisé le gardien qu'il irait dans le champ pour traquer le cerf. Selon le registre, il était arrivé à 16h20. Mais il n'avait jamais signé pour signaler son départ. Les policiers interrogèrent ensuite Tammy, sa femme, en espérant qu'elle pourrait donner un coup de pouce à l'enquête. Elle déclara qu'elle l'avait vu pour la dernière fois dans la matinée avant sa mort. Ils étaient mariés depuis près de 15 ans. Elle déclara que leur union était harmonieuse et qu'elle ne connaissait aucun ennemi à Larry qui aurait pu lui en vouloir. Elle fut incapable de fournir plus d'informations. On pratiqua une autopsie du corps, mais on ne trouva guère d'indices sur l'identité du meurtrier. Selon le rapport du coroner, Larry Holman était mort sur le coup. On préleva de son crâne un projectile à haute vélocité. Il n'y avait plus de noyau de plomb. Il ne restait plus que la chemise en cuivre déchirée. Les enquêteurs espéraient trouver d'autres fragments de la balle dans la voiture de la victime. En traversant la vitre, le projectile s'était fragmenté. Lors de l'examen du véhicule, on en a trouvé des fragments dans l'appui-tête du siège du conducteur. On a décidé de les recueillir pour tenter de déterminer de quel calibre était l'arme du crime, ainsi que le type de munitions utilisées. Au laboratoire judiciaire de la patrouille routière du Missouri, l'expert en balistique Todd Garrison fut chargé de reconstituer le projectile à partir des morceaux. La balle a d'abord traversé la vitre de l'automobile. Ensuite, elle a traversé l'appui-tête pour finir sa course dans le crâne de la victime. Chacun de ces impacts a contribué à l'endommager et à en modifier la forme. Garrison analysa la taille et le poids des fragments. Sur un des fragments en cuivre recueillis dans l'appui-tête, j'ai relevé des rayures de carabine que j'avais aussi relevées sur le projectile extrait du crâne de la victime.
Il déduisit que c'étaient les fragments d'un projectile de calibre 243. En général, le calibre 243 de Winchester est associé aux carabines qu'on utilise pour la chasse aux cerfs et au gros gibier. Au bureau du shérif de Jefferson County, les enquêteurs formèrent une escouade spéciale. Si la mort était imputable à un accident de chasse, l'enquête serait pratiquement impossible à résoudre car des milliers de chasseurs passaient dans ce secteur. Gray montra les maigres indices dont il disposait. Notre victime était ce qu'on appelle un homme à faible risque. C'était un bon père de famille, on ne lui connaissait pas d'ennemis et rien dans son mode de vie ne risquait de l'entraîner dans la violence. Toutefois, les enquêteurs se refusaient encore à conclure que sa mort était un accident. Quelque chose dans ce scénario n'était pas plausible. Quand un tireur atteint quelqu'un à la tête, c'est qu'il visait la tête. Si vous tenez compte des lois des probabilités, du fait que la cible bougeait, que la fenêtre arrière de la voiture était petite et que la forêt était densément boisée, cela ne pouvait pas être un accident. L'affaire fut qualifiée de suspecte. Mais les policiers ne disposaient d'aucune piste pour trouver le meurtrier. Ils étaient dans l'impasse. Les semaines se transformèrent en mois sans qu'on ne trouve d'autres indices. La police transmit des communiqués à la population demandant l'aide du public. En janvier, l'enquête n'avait guère progressé. La police reçut alors des informations d'une source inattendue. Tammy Holman, la veuve de la victime, déclara aux enquêteurs qu'elle avait reçu une série de lettres troublantes. Peu de temps après la mort de son mari, un certain Carter Davis avait commencé à lui envoyer des lettres d'amour. Tammy déclara qu'elle avait repoussé ses avances, mais sans succès. Elle remit les lettres à la police. Dans l'une d'elles, on pouvait lire « Je t'aime, mais je ne te laisserai pas partir ». Dans l'autre, « Nous sommes des âmes sœurs ». L'entretien avec la veuve Dolman laissa les enquêteurs perplexes. Ils savaient qu'un certain Alan Tripp avait emménagé avec elle peu de temps après la mort de son mari. On a alors commencé à soupçonner Mme Holman. Elle ne ressemblait pas beaucoup à l'image qu'on se fait de la veuve éplorée. Ça a donné un coup d'envoi à notre enquête. Les enquêteurs introduisirent le nom de Tammy dans leur base de données, mais elle n'avait aucun antécédent judiciaire. Ils savaient toutefois que son nom figurait sur un document significatif. La police d'assurance vie de Holman, qui s'élevait à 125 000 $. De plus, ce montant pouvait s'élever à 2 millions de dollars s'il mourait lors d'un accident de chasse. L'assurance était au nom de sa femme. Pour les enquêteurs, ce qui avait d'abord ressemblé à une mort accidentelle prenait maintenant l'allure d'un meurtre perpétré de sang-froid. En novembre 2000, le chasseur de cerfs Larry Holman avait été trouvé mort dans sa voiture. Une balle de calibre 243 tirée avec une carabine l'avait atteint à la tête. Au début, on avait imputé sa mort à un accident de chasse, mais maintenant les policiers trouvaient ce décès de plus en plus suspect. Et ils n'étaient pas les seuls. En janvier 2001, Randy Holman, le frère de la victime, leur apporta un fusil à verrou Winchester de calibre 243. Il savait que la police était à la recherche de ce type d'arme et croyait que la mort de Larry n'était pas accidentelle. Randy craignait que le meurtrier ne soit quelqu'un que son frère connaissait et qu'il ne se soit servi de cette arme contre lui. Voici l'enquêteur William McDaniel de Jefferson County. On a interrogé Randy, le frère de Larry Holman. Il nous avait apporté une carabine qui appartenait à Larry. Il voulait qu'on compare les projectiles de cette arme aux fragments trouvés sur la scène du crime. Au moment du meurtre, l'arme était chez Larry et Tammy Holman.
Randy avait de bonnes raisons de croire que son frère avait été assassiné. Il révéla à la police que ce n'était pas la première fois que Larry était visé par un projectile. Quelques jours avant sa mort, Larry était parti chasser dans les forêts du Missouri. Randy a déclaré que Larry et lui avaient eu une conversation dans la soirée après la partie de chasse. Larry lui avait confié qu'il avait failli y passer et Randy lui avait demandé ce qu'il voulait dire par là. Larry lui aurait répondu qu'une balle lui avait sifflé dans les oreilles. Selon lui, c'était parce qu'il y avait beaucoup de chasseurs dans le nord du Missouri pendant la saison de la chasse. Ils avaient alors blagué à ce sujet. Mais maintenant, il savait qu'il ne s'agissait pas d'une blague et il se demandait si Larry n'avait pas été atteint avec sa propre arme. Il voulait simplement qu'on effectue l'examen pour s'assurer que cette arme n'avait pas pu jouer de rôle dans le décès de son frère. Les enquêteurs envoyèrent l'arme au service de balistique et commencèrent à interroger les suspects. Le premier sur leur liste était Alan Tripp, le nouvel amoureux de la veuve de Larry. Tripp avait été élevé avec Tammy Holman et il était venu vivre avec elle peu de temps après la mort de Larry. Au cours des derniers mois, Alan Tripp avait emménagé avec Mme Holman et lui avait même passé une bague de fiançailles au doigt. Son comportement nous a intrigués. Il nous a dit qu'il ne savait rien de l'accident, qu'il en avait parlé à Mme Holman et qu'elle lui avait répondu qu'elle n'avait rien à dire là-dessus. Les enquêteurs se mirent aussi à la recherche d'un homme du secteur qui s'appelait Carter Davis. Tammy leur avait dit que ce Davis s'était épris d'elle et qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des bouquets de fleurs et des lettres dans lesquelles il lui révélait son amour. Tout comme Tripp, Davis nia formellement être mêlé au crime. À un moment donné, Carter Davis a carrément collé une note sur la voiture d'Alan Tripp sur laquelle on pouvait lire « L'as-tu tué ?» car il croyait que Tripp était mêlé à l'affaire. Les policiers suivaient une autre piste prometteuse. De fait, ils avaient appris que Tripp et Davis n'étaient pas les seuls hommes à avoir des liens étroits avec Tammy Holman. On a reçu un appel anonyme. C'était un homme. L'homme suggéra à la police de vérifier l'alibi d'un troisième individu. Selon l'informateur, l'individu en question s'appelait Charles Miller et il possédait une arme semblable à celle que les policiers cherchaient. McDaniel vérifia si ce Miller avait des antécédents judiciaires. Or, celui-ci avait déjà été arrêté pour contrefaçon de chèque. Quelques jours plus tard, soit le 9 janvier 2001, les enquêteurs eurent un autre coup de chance. Une femme leur fournit d'autres informations sur l'affaire. Elle déclara à l'enquêteur McDaniel qu'elle demeurait près du champ où Holman avait été abattu. À plusieurs reprises, quelques jours avant le meurtre, elle avait vu un homme à l'allure étrange et portant une arme marcher près de la scène du crime. McDaniel soumit alors la femme à une séance d'identification. Elle reconnut sans hésiter Charles Miller. En quelques heures à peine, les policiers mirent la main au collet de ce suspect. Charles Miller fut arrêté et conduit au poste pour y être interrogé. Ce dernier reconnut être un ami des Holman, mais nia savoir quoi que ce soit à propos du crime. Les deux hommes étaient allés au catéchisme ensemble le dimanche. Miller venait chez Larry et il l'aidait à faire des menus travaux. Il lui apportait aussi des œufs, du bacon et Tammy leur cuisinait un petit déjeuner. Miller offrit sa collaboration aux enquêteurs. Monsieur Miller nous a donné la permission d'examiner les armes à feu qu'il possédait. Nous étions à la recherche de carabines de gros calibre. Il nous en a alors remis 3. L'une d'elles était une Browning à verrou de calibre 243.
Les agents recueillirent également des boîtes de munitions de calibre 243 ainsi que les relevés de téléphone portable sur lesquels on pouvait voir que Miller avait appelé à la maison des Holman le jour du crime. Après qu'on eut saisi l'arme de Charles Miller au cours de la fouille, on l'a remise au laboratoire de la patrouille routière du Missouri à Jeff City pour qu'elle soit examinée au service de balistique. L'expert Todd Garrison examina la carabine de Miller, de même que celle de Larry Holman, que son frère Randy avait remise à la police. J'ai effectué des tirs d'essai avec les deux armes. J'ai ensuite pu comparer au microscope les projectiles obtenus. J'ai pu éliminer la carabine Winchester Savage de calibre 243. Ainsi donc, la carabine qui provenait de la maison de la victime n'avait pas servi à la tuer. Il restait maintenant l'arme de Charles Miller. On releva des ressemblances importantes, mais le projectile recueilli dans le corps était si endommagé que l'expert ne put tirer des conclusions formelles. J'ai examiné les rayures sur le projectile et relevé certaines caractéristiques communes, mais il n'y en avait pas assez pour que je puisse affirmer hors de tout doute que cette arme avait tiré le coup fatal. Il y en avait toutefois assez pour que je puisse conclure que le projectile provenait bien d'une arme de ce modèle. Les analyses judiciaires pointaient dans la direction de Charles Miller. C'était maintenant le principal suspect des policiers. Miller, qui était déjà en détention préventive, fut interrogé par l'enquêteur McDaniel. Ce n'était pas un type qui affichait ses émotions. Il nous a demandé si on voulait l'interroger en rapport avec son arme à feu. On lui a dit que c'était bien le cas. Il a penché la tête et quand il l'a relevée, il a dit « Je l'ai tué ». Ça a été tout un choc pour nous. On a découvert plus tard que M. Miller était un homme très croyant et je pense que cette histoire le grugeait de l'intérieur. Les policiers avaient maintenant obtenu des aveux, mais ce que Miller devait bientôt leur révéler allait donner une toute autre perspective à l'enquête. À Jefferson County, au Missouri, l'enquête sur un décès accidentel avait mis au jour un meurtre. Les policiers détenaient un suspect en la personne de Charles Miller. Quand on lui présenta les preuves, celui-ci passa aux aveux. Mais cet aveu de culpabilité n'était que le début de toute l'affaire. Charles Miller était, je crois, amoureux de Mme Holman. Il nous a révélé qu'il l'avait toujours trouvée très attirante. Ils avaient eu une liaison à l'insu de M. Holman. Miller déclara à la police que Tammy et lui avaient des liens intimes et que son mari avait commencé à avoir des soupçons. Il ajouta que c'est à ce moment-là que Tammy lui avait demandé de tuer Larry. Elle voulait qu'il passe à l'action pendant la chasse aux cerfs afin qu'on croie qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Miller était convaincu qu'une fois Larry mort, Tammy et lui pourraient enfin vivre la vie dont il rêvait. Miller avait tenté de tuer Larry une première fois et il n'y était pas parvenu. Le 21 novembre, soit le dernier jour de la chasse aux cerfs, c'était sa chance ultime. Miller s'est rendu sur la propriété vers 14 heures et il a pu voir Holman arriver sur les lieux. Miller était près de la route, caché par un arbre. Au moment où Holman s'apprêtait à quitter la propriété, il a fait feu. Il a vu Holman s'affaisser sur son volant et la voiture quitter la route. Les policiers croient qu'il a alors pris sa carabine et ramassé les douilles de projectiles avant de quitter la scène du crime. C'est alors qu'il a appelé Tammy Holman. Il lui a dit de mettre la table pour une personne de moins. Le 10 janvier 2001, les policiers ont arrêté Tammy Holman pour le meurtre de son mari.
Charles Miller s'est complètement fait avoir par Mme Holman. Il croyait qu'il allait pouvoir mener la même vie que Larry Holman, mais elle lui a préféré Alan Tripp. C'est ce dernier qui a remplacé Larry dans le couple. Charles Miller a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et purge actuellement une peine de 25 ans de réclusion. Quant à Tammy Holman, elle a été condamnée à 7 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre. Le projectile du tireur peut souvent le mener à sa perte, mais quand un tueur à gages se sert d'une arme moins commune, il pose un défi supplémentaire aux policiers. Le 7 novembre 1995, à 20h31, une téléphoniste du service d'urgence reçut un appel de détresse d'une femme de Green Cove Springs, en Floride. Cette dernière, Linda Jones, signala que 3 hommes étaient entrés par effraction chez elle et avaient saccagé sa maison. Jones déclara qu'on l'avait ligotée et que son mari avait été sauvagement battu. Des policiers du bureau du shérif de Clay County se rendirent d'urgence sur les lieux. Ils s'approchèrent prudemment de la maison au cas où ils apercevraient les 3 intrus. Un agent fit le tour de la salle de séjour. Apparemment, les suspects étaient partis. Le mari de Linda, Jack Jones, gisait par terre dans une mare de sang, les pieds retenus ensemble par du ruban adhésif. Il ne respirait plus. Un policier tenta alors de le réanimer. La femme était en proie à la panique et elle pleurait. Elle ne put fournir aucun détail sur le crime. Des ambulanciers furent dépêchés sur les lieux pendant que les policiers tentaient d'obtenir de la femme une description des assaillants. Les indices étaient maigres. Selon Linda, ils portaient des cagoules. Le reste, elle ne s'en souvenait plus. Le lieutenant Tom Roy fut assigné à cette affaire. On nous a dit que 3 hommes masqués étaient entrés dans la maison. Ils avaient un club de golf ou un bâton de baseball avec eux. Ils ont ligoté la femme et ensuite le mari qu'ils ont battu avec le bâton. Ensuite, ils ont fait le tour de la maison et pris de nombreuses choses comme de l'argent et des bijoux. Les ambulanciers examinèrent Linda Jones. Ses blessures semblaient mineures. Elle se plaignit de douleurs au bras gauche et fut conduite à l'hôpital le plus proche pour y être soignée. Son mari n'avait pas eu autant de chance qu'elle. Jack Jones était mort. La scène du crime elle-même témoignait d'une violence extrême. On a remarqué d'abord qu'il y avait beaucoup de sang. Il y en avait par terre et sur les murs. Apparemment, on l'avait traîné de force dans la pièce voisine. En tournant le coin, on pouvait voir l'empreinte de ses mains sur le coin de la porte, comme s'il avait cherché à résister à ses assaillants. Une fois dans cette pièce, il a été littéralement battu à mort. Il y avait des morceaux de ruban adhésif un peu partout dans la maison, ainsi que le rouleau de ruban partiellement utilisé. Les policiers croyaient qu'on s'en était servi sur la femme. Elle avait été ligotée, elle aussi, comme elle le raconta aux policiers, mais elle était parvenue à se libérer de ses liens avant d'appeler la police. Les assaillants avaient laissé des bijoux, une montre de valeur et un portefeuille pour homme rempli de billets et de cartes de crédit. Ce sont les choses les plus faciles à revendre. Elles auraient dû être volées. Et pourquoi avait-il laissé cet argent et ces bijoux? C'était louche. À l'hôpital, des agents prirent la déposition de Linda Jones, ainsi que ses empreintes digitales, pour pouvoir les différencier de celles des intrus dans la maison. Elle déclara que ses poignets avaient été ligotés et qu'on lui avait collé du ruban adhésif sur la bouche. Quelque chose dans cette déposition ne semblait pas cohérent pour les enquêteurs.
On aurait dû trouver des indices qui corroboraient ce qu'elle avançait. Or, il n'y avait aucune rougeur sur sa bouche et son visage. Normalement, quand on enlève du ruban adhésif, ça laisse une rougeur sur la peau. Il restait encore beaucoup de réponses à trouver pour les enquêteurs. Une autopsie en fournit quelques-unes. Selon le rapport du coroner, la victime avait eu des côtes cassées, des fractures du crâne et d'importantes contusions à partir des genoux jusque sur le dessus de la tête. Le lieutenant Jim Redmond se rappelle les conclusions de l'expert. Les blessures sur le corps de Jack Jones étaient le résultat de coups infligés avec un objet contondant. L'analyse indiquait que les assaillants avaient utilisé un bâton ou quelque chose du genre. Ce crime brutal causa une véritable onde de choc au sein de la population. Les enquêteurs étaient déroutés. Les Jones vivaient dans un beau quartier dans le secteur d'Asbury de Clay County. Pourquoi ces intrus avaient-ils choisi cette maison en particulier dans ce quartier aisé? C'était un secteur très paisible, très tranquille. Pourquoi avaient-ils choisi cette maison au juste pour commettre ce crime? Ça semblait très bizarre. Les enquêteurs espéraient que la veuve de Jones les aiderait à faire la lumière sur cette affaire. Sa réaction les déconcerta. Linda a manifesté le désir d'avoir un avocat et elle nous a avisé que nous n'avions pas le droit de la contacter directement. Même si ce comportement n'était pas illégal, il semblait étrange. Pourquoi avait-elle besoin d'un avocat? Dites-moi pourquoi une victime dont le mari a été assassiné aurait besoin d'un avocat. Des enquêteurs commencèrent à ratisser le quartier. Ils étaient à la recherche de quelqu'un qui leur fournirait des indices sur les meurtriers. On a appris de diverses sources que la relation entre Jack et Linda était houleuse. Et apparemment, ils n'étaient pas vraiment heureux. Selon les voisins, Jack Jones avait une liaison et Linda l'avait découvert. De plus, un voisin avait aperçu un véhicule suspect garé devant la maison des Jones au moment du meurtre. C'était une camionnette de couleur rouge et dont les vitres étaient teintées. Le véhicule avait quitté les lieux à toute vitesse, les phares éteints. Les soupçons de Waugh ne firent que s'accroître au sujet de Linda lors de sa découverte suivante. Selon la police d'assurance vie des Jones, Linda devait toucher un demi-million de dollars advenant le décès de son mari. C'était un mobile convaincant. Mais pour démontrer qu'il y avait eu meurtre prémédité, les enquêteurs devraient trouver des preuves. Même si Linda Jones refusait de parler, le ruban adhésif, lui, était très éloquent. Dawn Waters, une experte judiciaire du service de police de la Floride, examina les bouts de ruban recueillis par la police sur la scène du crime. De menus détails attirèrent son attention. Certains des morceaux de ruban adhésif qu'on m'avait remis avaient été déchirés, alors que d'autres avaient été coupés au ciseau. Le ruban adhésif trouvé sur la victime avait été étiré et s'était effiloché, ce qui démontrait que l'homme avait lutté pour s'en débarrasser. Quant au ruban adhésif sur les poignets de la femme, il était dentelé de façon régulière. On a déterminé que ce ruban avait été coupé à l'aide de ciseaux à cranter ou avec un instrument du même type. Waters se mit également à la recherche d'empreintes digitales, mais elle n'en vit aucune, ou du moins, elle n'était pas visible à l'œil nu. J'ai eu recours à la vapeur d'ester de cyanoacrylate, ou ce qu'on appelle plus communément le procédé à la supercolle. On verse quelques gouttes de supercolle dans de l'hydroxyde de sodium. Il se forme alors des vapeurs qui vont adhérer aux crêtes des empreintes digitales sur un objet. Ensuite, on applique une poudre blanche pour mettre l'empreinte en évidence. En quelques secondes, on put voir se dessiner une image très nette. Linda Jones n'avait pas arraché le ruban de ses poignets.
Et maintenant, les policiers disposaient non pas d'une, mais de 2 empreintes pour le prouver. Quelqu'un l'avait aidé à se libérer de ses liens le soir du meurtre. En 1995, la police de Floride était à la recherche de 3 intrus masqués qui avaient battu un homme à mort dans sa maison. Après quelques semaines d'enquête, le lieutenant Tom Roy disposait de 2 indices prometteurs. Des empreintes digitales laissées sur la scène du crime et une mystérieuse camionnette rouge. Selon les informations recueillies par la police, la victime était un vendeur de voitures d'occasion. On ne lui connaissait aucun ennemi et son mariage était en train de s'effondrer. Roy soupçonnait la femme de la victime, mais elle ne pouvait pas avoir agi seule. Peu de temps après le début de l'enquête sur la mort de Jack Jones, j'ai eu le sentiment qu'on avait affaire à un meurtre sur commande. Les policiers reçurent alors un tuyau qui confirma leurs soupçons. Selon un interlocuteur anonyme, un homme était impliqué dans le crime. C'était un paysagiste qui s'appelait Donald Bradley. Les enquêteurs se penchèrent sur son cas. On a découvert que Donald Bradley possédait une camionnette rouge dont les vitres étaient teintées. Le véhicule correspondait à celui que les policiers recherchaient. En examinant les revenus de son entreprise d'aménagement paysager, on remonta la piste jusqu'à un bureau de comptable de Jacksonville où Linda Jones travaillait. Linda Jones avait préparé les déclarations de revenus de l'entreprise de Donald Bradley et elle travaillait donc pour lui. Quand on a découvert cela, on a aussitôt concentré nos efforts sur lui. Quand j'identifie un suspect, j'ai l'habitude de vérifier qui il a contacté par téléphone. Dans l'affaire Donald Bradley, ce n'était pas seulement qui, mais quand. Les relevés de son téléphone portable indiquaient qu'il avait appelé à 3 reprises à la maison des Jones le 7 novembre, dans les heures qui avaient précédé ou suivi le crime. Le 22 janvier 1996, les lieutenants Tom Roy et Jim Redmond interrogèrent leur suspect chez lui à Orange Park, en Floride. Après avoir reconnu qu'il connaissait bien les Jones, Bradley déclara qu'il ne savait rien du crime. Selon lui, il était sorti en voiture pendant une partie de la soirée lors du crime. Quand on lui a parlé ce jour-là, il était très arrogant. Les enquêteurs lui montrèrent alors l'as qu'ils cachaient dans leur manche. Quand on lui a parlé des appels téléphoniques qu'il avait faits à la maison, il a dit « Ah oui, c'était à propos de mes impôts. » Et il est devenu très nerveux. On pouvait voir qu'il ne savait plus quoi dire et qu'il cherchait à garder son calme. Je lui ai alors demandé « Donald, comment Linda a-t-elle pu vous parler de vos impôts au téléphone alors qu'elle était ligotée avec du ruban adhésif et que son mari se faisait battre à mort par un intrus et qu'un autre homme était assis sur elle dans la salle de séjour de sa maison? Comment cela aurait-il pu se produire? » Il n'a pas pu répondre à cela. Pour le lieutenant Redmond, la version des faits de Donald Bradley n'était pas plausible. Nous étions alors presque sûrs qu'il avait joué un rôle dans la mort de Jack Jones. En septembre 1996, Jeremy Harrison, un employé de longue date de Bradley, avait été arrêté pour une autre affaire. Les policiers voulaient lui parler du meurtre de Jones. Voici le procureur Timothy Collins. La déposition préliminaire de Mme Jones au moment de l'homicide faisait état de 3 individus. Je crois que ce que l'on découvre dans ce genre d'affaires, c'est que dans tout mensonge se cache un peu de vérité. Et en examinant la scène du crime, il était évident que plus d'une personne y avait participé. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on puisse déterminer qui se trouvait avec Bradley et combien ils étaient. Il était donc alors primordial pour nous de découvrir qui avait laissé cette empreinte digitale.
l'experte en dactyloscopie Dawn Waters reçut la fiche de l'empreinte de Harrison en vue de la comparer à l'indice dont elle disposait. Quand je compare les empreintes, j'examine les caractéristiques individuelles qui sont présentes à la fois sur l'empreinte relevée et sur celle qui figure sur la fiche d'un suspect. Il s'agit de caractéristiques comme des points, des crêtes et des bifurcations. J'ai ainsi pu identifier les deux empreintes relevées sur le ruban adhésif. C'était Jeremy Harrison qui les avait laissées. On tenait enfin la preuve qu'on espérait. On présenta ses découvertes à Harrison. Il se mit alors à table. Il n'avait aucun problème à dire que Bradley et lui étaient mêlés au meurtre, mais il refusait de parler de cette troisième personne qui y avait participé. Et il devait y avoir une raison à ce silence. Harrison refusait de divulguer le nom du troisième complice. Il semblait que les enquêteurs se butaient de nouveau à un mur. Ils apprirent alors qu'une affaire de famille leur fournirait peut-être le coup de chance dont ils avaient désespérément besoin. C'est peu de temps après qu'on a entendu parler de son frère. On alla accueillir Jonathan Harrison pour l'interroger. On avait laissé la porte ouverte. On a permis à son frère d'entrer. Jonathan a alors dit à Jeremy, « Je viens de tout avouer, lâche le morceau. » Après avoir échappé aux soupçons pendant près d'1 an, Jeremy et Jonathan passèrent enfin aux aveux. Selon eux, l'arme utilisée était un bâton de guerrier zoulou. Cet objet avait été volé à un homme qui avait chassé le gros gibier en Afrique. Le chasseur fournit plus tard une description détaillée du bâton, mais la police ne le retrouva pas. Le 14 septembre 1996, les autorités ont arrêté Donald Bradley. On l'a accusé de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Le même jour, les enquêteurs ont arrêté Linda Jones. Cette femme, trahie par un mari infidèle, n'avait pas pu contenir sa rage. Linda Jones voulait que son mari lui revienne. Quand elle en est venue à la conclusion que cela n'arriverait pas, c'est devenu une simple question d'argent. Et je crois qu'elle s'est dit qu'elle ne toucherait pas assez d'argent si elle divorçait. Les enquêteurs ont reconstitué les événements qui ont mené au meurtre de Jack Jones. Selon les frères, Donald les a appelés. Il leur a dit qu'il leur donnerait chacun 100 $ s'ils battaient cet homme. Et c'est ce qu'ils croyaient qu'ils feraient. Mais Donald Bradley avait un autre plan en tête. Après avoir appelé Linda Jones à plusieurs reprises ce soir-là pour s'assurer que la victime était là, les frères Harrison ont fait irruption par la porte avant que Linda avait laissé déverrouiller. Bradley, lui, a attaqué après être entré par une porte latérale. Il a saisi le bâton zoulou et il a frappé l'homme avec une rage aveugle. Après avoir ligoté Linda avec du ruban, les intrus ont coupé ses liens et ils ont disparu dans la nuit. Jeremy et Jonathan Harrison ont plaidé coupables de meurtre au 3e degré. Ils ont été condamnés à une peine de réclusion de 10 ans et 6 mois. Le jury a trouvé Donald Bradley coupable de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et de vol avec une arme à feu. Il a été condamné à la chaise électrique. Linda Jones, elle, a été trouvée coupable de meurtre au 1er degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors d'un meurtre sur commande, les policiers doivent non seulement identifier le meurtrier, mais aussi les gens qui ont orchestré le crime.
La police d'assurance vie, les relevés téléphoniques et les comportements suspects servent de point de repère aux policiers. Mais ce sont souvent les indices les plus infimes qui sont les plus éloquents et qui, observés au microscope, pointent du doigt ceux qui doivent payer le prix d'un meurtre.